Alors bonjour à toutes et à toutes. Merci pour votre présence ici. Ça nous fait super plaisir que vous soyez là. Et on va vous présenter le sujet du numérique responsable pendant environ 30 minutes et ensuite une petite dizaine de minutes pour les questions s'il y en a. Donc je me présente, je m'appelle Andrea et je suis étudiante à 42. Je me suis un peu retrouvée là par hasard. Moi, à l'origine, j'ai fait des études de sciences sociales. Ensuite, je suis partie à l'étranger et je suis revenue en France avec un but professionnel que je poursuis encore actuellement, qui est pas du tout dans le Green IT, qui est de faire de la conservation de patrimoine grâce aux nouvelles technologies. Donc, évidemment, je me suis dit que pour manipuler des nouvelles technologies, il fallait que je fasse de l'informatique. J'ai découvert 42, passé la piscine, j'ai été prise, je suis restée. Et au cours de mon cursus, j'ai découvert l'impact du numérique sur l'environnement et sur les sociétés humaines. Et c'est en faisant ce constat-là que je me suis dit qu'il fallait que ce sujet ait une place dans la société et qu'en premier lieu, il ait une place à l'école 42. Donc c'est comme ça que nous avons décidé, avec Daphné, de créer 42 Green. Ouais. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, c'est Daphné. J'ai plutôt une formation commerciale au départ et j'ai été amenée, avec mes premières expériences professionnelles, à travailler chez des acteurs de la tech, comme on dit, et notamment chez une entreprise qui produit et qui vend des logiciels. Et dans mon quotidien, je gérais des projets où je travaillais avec des développeurs, des gens qui gèrent le réseau, les serveurs, etc. Et en fait, j'ai eu envie de comprendre un peu plus techniquement comment ils fonctionnaient et c'était quoi leur travail. Et c'est là que j'ai découvert 42 et donc que je me suis retrouvée à être étudiante à 42. Et en fait, avec Andrea, on a fait un atelier qui s'appelle la fresque du numérique, qu'on anime ensuite d'ailleurs à 14h, tout à l'heure, si vous voulez venir participer. Et c'est là que j'ai un peu découvert l'ampleur de l'empreinte environnementale de la tech. Et voilà, comme Andrea, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et c'est là qu'on a créé 42 Green. 42 Green, c'est une association qui promeut le numérique responsable à 42. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais d'abord, on a une question pour vous. Est-ce que vous, quand on dit numérique responsable, ça vous évoque quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Merci. Tout un tas de choses, mais principalement la sobriété, essayer d'utiliser le moins possible le numérique. Quelqu'un d'autre? Ouais. Alors oui, moi, ça m'évoque la durabilité, et notamment avec tout ce qui est dédié à recycler, à la recyclerie, voilà. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, moi, ça m'évoque l'éco-conception. La façon de concevoir plus responsable, plus écologique. Super. J'ai entendu récemment pour le blockchain, on peut réduire les processus, comme ça on peut être plus responsable et ne pas utiliser trop d'étapes. Oui, en effet, c'est en cours. On n'en parlera pas, mais en effet, c'est des questions qui se posent aussi dans le domaine de la blockchain. Excellent, je suis assez agréablement surprise que ça évoque des choses. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on voit un peu ensemble ce que c'est le numérique responsable et surtout pourquoi c'est important et comment ça s'incarne aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'en empare aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais qu'on regarde ensemble un petit outil qu'on utilise tous les jours en général, c'est l'email. On envoie chaque jour dans le monde plus de 300 milliards d'emails. Alors c'est un chiffre qui paraît énorme. La question derrière, c'est de se demander quel est l'impact réel du mail en fait, de quoi on a besoin quand on envoie un mail. Alors en général, la chose à laquelle on pense directement, c'est l'énergie qui est utilisée pour le transfert et le stockage des mails. En effet, on a besoin d'électricité pour faire fonctionner nos appareils qui vont envoyer les mails et pour stocker les mails. Et donc, en général, quand on pense à l'impact environnemental du numérique, il y a ce genre de choses qui viennent à l'esprit parce que c'est des choses qu'on utilise tous les jours. Et on va vous dire très souvent, la solution, c'est de trier vos mails, de supprimer ceux dont vous n'avez plus besoin et potentiellement d'envoyer moins de mails. Oui, mais en fait, si on regarde un peu l'ensemble des opérations qui sont impliquées
par l'utilisation d'une boîte mail, on se rend compte que le problème prend une toute autre ampleur. Pour envoyer un mail, d'accord, on a besoin d'électricité pour stocker et transférer les mails, mais aussi on a besoin d'utiliser Internet. Et Internet, c'est pas juste un petit nuage, c'est des câbles, c'est des machines, c'est tout un ensemble de matériel qui est colossal et qui en fait, nous permet justement d'échanger ces emails dans le cloud. Et on estime que ce matériel, ça représente plus d'1 milliard d'équipements. Après, vous savez qu'on n'a pas besoin que de ça comme matériel, on a aussi besoin de nos équipements utilisateurs. Smartphone, tablette, ordinateur. Et alors là, contrairement aux idées reçues, en fait, on n'en a pas seulement 1 milliard, on a des dizaines de milliards d'équipements. Donc tout ça, en fait, ça représente du matériel. Et très souvent, quand on essaye de considérer l'empreinte du numérique, on a du mal à se rendre compte de tout le matériel que ça implique. Et en fait, produire tout ce matériel, ça demande des ressources colossales. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour produire un ordinateur de 2 kg environ, il faut 800 kg de ressources. Ces ressources, ce sont des minéraux. En fait, c'est de la terre, parce que pour produire nos ordinateurs, on a besoin d'utiliser des métaux précieux, rares parfois, ou des métaux conducteurs comme le cuivre, etc. Et en fait, pour aller les chercher, on a besoin de creuser extrêmement loin dans la terre et de remuer des quantités extrêmement importantes de terre. Et par ailleurs, vous imaginez bien que pour aller chercher tout ça, il faut aussi beaucoup d'énergie. Et malheureusement, aujourd'hui dans le monde, l'énergie, à 80%, elle est fossile. Donc pour 2 kg d'ordinateur, il faut 800 kg de ressources. Et il faut aussi de l'eau, énormément d'eau, et bien sûr des humains. Et ça, c'est un aspect important, c'est que... ces humains, ils ne travaillent pas toujours dans des conditions qui sont en accord avec les droits de l'homme. Il y a Amnesty International et l'ONU qui estiment qu'en ce moment, actuellement au Congo, il y a 40 000 enfants qui travaillent dans les mines de cobalt. Le cobalt, c'est une ressource essentielle pour fabriquer nos batteries au lithium. On en a besoin. Et donc, ça fait partie aussi de l'impact du numérique. Donc, en fait, on se rend compte que derrière notre email, il n'y a pas juste une histoire d'électricité. Il y a beaucoup de ressources matérielles et beaucoup de ressources humaines qui sont mobilisées. Par ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit l'email, c'est certainement un outil que vous utilisez tous. En réalité, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Si on regarde à l'échelle du monde, il n'y a que la moitié des humains qui utilisent l'email. Si on regarde juste à l'échelle de la France, les gens qui se connectent à une boîte mail tous les jours, c'est 1/3 des Français. Alors vous me direz, tant mieux, hein, après tout, c'est pas plus mal d'être un peu éloigné des outils numériques, on n'a pas besoin de s'envoyer des emails tous les jours. C'est vrai, mais ça reflète quand même une fracture dans nos usages du numérique. Et il faut savoir qu'en France, actuellement, on considère qu'un quart des Français souffrent d'électronisme. Alors l'électronisme, c'est une contraction de illettrisme et électronique, et ça sert à désigner les gens qui ont des difficultés à utiliser les outils numériques. Et ça peut être problématique à une époque où des services, et notamment des services publics, s'appuient de plus en plus sur le numérique pour payer les impôts, pour se connecter à Pôle emploi, etc. On a besoin de maîtriser ces outils parce qu'ils font partie du service. Or, cet accès aux outils, il est assez inégal. Donc, pour revenir sur notre petite histoire d'email, en réalité, est-ce que supprimer ces mails et moins en envoyer, ça permet de résoudre notre problème de numérique qui mobilise des quantités énormes de ressources et qui en plus est pas inclusif? Pas forcément. On vous a mis un petit camembert, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais dessus il est indiqué que le transfert et le stockage des mails représentent 0,2% de l'empreinte carbone totale du numérique mondial. Donc ces données, ça a été agrégé par un cabinet de conseil à partir d'autres rapports. Le chiffre, peut-être qu'il est un peu plus élevé, peut-être qu'il est un peu moins élevé, mais ce qui compte, c'est l'ordre de grandeur. C'est que, en fait, le transfert et le stockage des mails, c'est une petite goutte d'eau dans l'immensité de l'empreinte environnementale du numérique. Et donc,
supprimer nos mails ou moins en envoyer. Ça peut faire partie de la solution, mais finalement, ce n'est pas essentiel et surtout, ça ne suffira pas. Et donc, le numérique responsable va plus loin. Et c'est pour ça qu'avec Andrea, on a décidé de créer 42 Green. Exactement. Et donc, 42 Green, c'est une association étudiante qui promeut le numérique responsable, comme disait Daphné. Et comment ça marche? On essaye de sensibiliser les étudiants au thème du numérique responsable en proposant par exemple l'atelier La fresque du numérique qu'on fera juste après de manière la plus régulière possible. On essaye aussi d'inciter les étudiants à adopter les bonnes pratiques. On fait venir en conférence des acteurs du numérique responsable pour qu'ils expliquent, eux, quelles démarches ils adoptent et quelles solutions ils mettent en place. Et on organise aussi un Hyper Café à peu près tous les mois dans l'école. C'est un moment durant lequel les étudiants qui ont des équipements qui sont soit cassés, soit qui sont trop vieux, ils viennent avec ces équipements-là. Et puis d'autres étudiants qui sont beaucoup plus forts en électronique vont les aider à diagnostiquer s'il y a un problème, à remplacer les composants, à réparer leurs appareils. Donc ça, c'est les actions qu'on fait parce qu'en fait, on défend un numérique responsable. Pour nous, c'est la définition, les concepts qu'on a choisi de porter. C'est un numérique qui est inclusif, qui est au service du bien commun et qui est éco-responsable. Il y a plein d'autres définitions du numérique responsable qui existent. En fait, c'est un concept qui date déjà de quelques années. Et du coup, on vous a préparé une courte histoire du numérique responsable pour que vous ayez un aperçu un petit peu plus global. Donc ça commence à peu près en 1992. En 1992, l'agence de protection environnementale nord-américaine crée le programme Energy Star, un programme qui existe encore aujourd'hui et qui sert à calculer la consommation électrique des appareils électroniques. À l'époque, il s'agit surtout, concernant les appareils technologiques, d'ordinateurs et de serveurs, parce qu'il n'y a pas encore de smartphone. Ce programme, il calcule la consommation électrique et il délivre des notes et des recommandations à l'intention des utilisateurs. Il le fait encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ensuite, s'écoule une petite dizaine d'années pendant lesquelles des associations de consommateurs, des associations religieuses et des associations de protection de l'environnement prennent le sujet un peu à bras-le-corps et commencent à s'alarmer de la situation. On commence à se poser la question de l'empreinte environnementale, écologique, sociale et éthique des activités des entreprises et des administrations, ce qu'on connaît maintenant sous le nom de RSE, de responsabilité sociale des entreprises. C'est bien ça le sigle. Et en fait, la RSE, elle est même à l'ordre du jour du sommet de Johannesburg de 2002, qui est aussi appelé Sommet mondial sur le développement durable. Donc ce sujet est à l'ordre du jour et pendant ce sommet, il y est question de surconsommation électrique des pays développés et de pénurie des ressources en énergie fossile. Dans les mêmes années, la facture énergétique des data centers, elle commence à augmenter exponentiellement, parce que c'est les années où Internet se démocratise, où les foyers et les entreprises s'équipent de plus en plus. Donc les grandes compagnies de l'IT, qui sont à ce moment-là surtout Google, Apple et IT, s'organisent et elles s'associent avec des ONG comme WWF pour financer les premières recherches sur l'informatique éco-responsable. Donc l'informatique éco-responsable, tout d'abord, il s'agit d'une tendance industrielle qui vise à réduire les coûts économiques et aussi à améliorer l'image des entreprises. Ensuite, en 2008, le gouvernement français s'en mêle réellement, il rentre dans la course, il produit son premier rapport. C'est le rapport sur les technologies de l'information et des communications et sur le développement durable. Et on peut y lire, il est en libre accès sur le site du gouvernement, il est très facile à lire, il y a un super résumé. Et sur la première page, on peut y lire, alors la phrase exacte, c'est quelque chose comme l'informatique vert, entre guillemets, actuellement très en vogue dans la communication des entreprises, ne représente en réalité qu'une portion bien modeste des réels enjeux. Donc, mis à part cette petite pointe d'ironie envers le greenwashing naissant des entreprises, ce rapport il est hyper intéressant parce qu'il fait 3 constats qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Le premier constat, c'est que la consommation électrique pour l'utilisation des services et des outils numériques est en augmentation croissante. Et que, à l'époque, les innovations comme la TNT et la HD ne nous permettent pas d'espérer un quelconque ralentissement. En effet, aujourd'hui encore, la part des émissions de gaz à effet de serre du numérique au niveau mondial, ça représente 4 fois les émissions d'un pays comme la France. Mais ce qui est alarmant réellement, c'est que pour ce secteur, les prédictions pour les émissions de gaz à effet de serre futures prédisent tous que ça va augmenter exponentiellement. Le deuxième constat,
c'est que même s'il existe un réel potentiel pour optimiser cette consommation électrique, il n'y a rien qui est mis en place et il n'y a pas de régulation pour inciter à l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, même on en a entendu parler ce matin avec les intervenants qui étaient là à la table ronde, et aujourd'hui, même s'il y a déjà quelques choses qui se mettent en place, il reste encore tout à faire. Et le troisième constat, c'est que la gestion de récupération et de recyclage des déchets électroniques et des déchets et d'équipements électroniques et électriques ne sont pas du tout convenables. Elles ne sont pas assez efficaces pour engranger tous les déchets qui sont produits, malgré le fait qu'elles aient été mises en place, ces filières, en 2005-2006 en France, et à la suite des recommandations de l'UE en 2003 sur justement la gestion et la mise en circulation des équipements électroniques et électriques. Et aujourd'hui, c'est toujours un problème, puisqu'on estime que plus de la moitié des déchets liés aux équipements électroniques et électriques ne passent pas dans ces filières, et que moins de 2%, alors le chiffre date de 2016, mais c'est pas encore ça, moins de 2% de ces équipements, en fait, de ces déchets vont être réutilisés. Mais côté société civile, on s'organise avant ça même, puisque dès 2004, dès les années 2000 même, et surtout à partir des années 2010, dès 2004, il y a le Green IT qui est créé par Frédéric Bordage. Frédéric Bordage, c'est peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est un expert indépendant, c'est un auteur, c'est un conférencier, et il a créé donc greenIT.fr, et tous ces gens réunis à greenIT.fr, ils rédigent des articles, ils rédigent des synthèses, ils vulgarisent à l'intention des citoyens, à l'intention des entreprises, à l'intention des collectivités, pour qu'on lègue un avenir numérique durable aux générations futures. Ensuite, il y a aussi Jean-Marc Jancovici, qui lui aussi est assez connu dans le domaine, qui a fédéré autour de lui des chercheurs et des bénévoles qui étaient des gens qui travaillaient dans les entreprises, autour du Shift Project. Et le Shift Project, ils s'appuient sur les synthèses et les constats des scientifiques pour proposer des solutions aux entreprises et aux administrations uniquement pour qui décarbonent leur économie. Et enfin, un troisième groupe dont on voulait parler, c'était l'Alliance Green IT, AGIT, qui, eux, se sont créés en 2011 et qui sont des acteurs de la tech, du numérique, donc des gens qui travaillent dans le numérique, qui prodiguent des conseils et des bonnes pratiques des bonnes pratiques écologiques et sociales pour les métiers du numérique en particulier. Voilà, donc ça c'est côté société civile. Et à partir de 2018, il y a vraiment un tournant dans la prise de conscience collective, dans la prise de conscience au sein des entreprises, des collectivités, mais surtout de l'opinion publique qui commence à s'alerter de plus en plus souvent sur les questions écologiques. Il y a une date pivot un petit peu. C'est cette année-là que le think tank l'INR, parce que c'est un think tank, je ne savais pas, qui est créé et qui depuis produit des articles, des MOOC. Quelques années plus tard, en 2020, il y a une commission du Sénat qui est enclenchée, qui commence d'ailleurs par une table ronde avec Frédéric Bordage et un directeur de travail au Shift Project. Et ce rapport pour le Sénat, il fait la conclusion qu'il faut sensibiliser les gens et les entreprises à l'impact du numérique, et surtout qu'il faut encadrer les pratiques, que ce soit de la fabrication des terminaux jusqu'à leur utilisation, en fait. Donc il y a ce rapport, cette mission du Sénat, et en fin d'année, le Haut Conseil pour le climat, qui a été installé par le président de la République en 2018 et qui est un organe indépendant qui doit donner son avis et émettre des recommandations sur des politiques et des mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce Haut Conseil sur le climat, en 2020, il s'est prononcé sur le thème du numérique, puisqu'il s'est prononcé sur la 5G. Et la conclusion, enfin l'avis qu'il a donné sur la 5G, c'est que l'utilisation de nouvelles fréquences allait être la conséquence la cause d'un accroissement, d'une augmentation énorme de l'utilisation des outils et surtout de l'achat de nouveaux équipements. Et il recommande donc qu'on réglemente la fabrication et l'achat de ces équipements et l'usage, et que surtout ces réglementations, elles soient d'abord pour les entreprises avant d'incomber aux utilisateurs.
Ça, c'était en 2020. Et ça a été suivi d'un effet visible récemment, puisqu'en 2021, l'indice de réparabilité a été entré en vigueur. En fait, en 2021, il y a une loi qui est entrée en vigueur qui est la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, probablement la loi pour l'indice de responsabilité, qui impose aux fournisseurs d'équipements électroniques, notamment des smartphones, ordinateurs et téléviseurs, pour le domaine qui nous intéresse, il leur impose de vendre tous leurs produits avec un indice de réparabilité qui note sur une échelle de 1 à 10 et avec un code de couleur approprié, qui note la facilité des produits à être réparés et qui, normalement, d'ici 2024, devrait aussi noter, grâce à de nouveaux critères comme la robustesse du produit ou la fiabilité du produit, d'ici 2024, ça devrait aussi noter la durabilité des produits. Voilà, donc ça c'est pour l'aperçu global. Donc entre ce que Daphné nous disait plus tôt, un peu l'évolution du concept de numérique responsable, on commence à se rendre compte qu'en fait le numérique responsable, c'est se poser la question sur les impacts, les externalités négatives de nos outils numériques, de nos services numériques, dans tout leur cycle de vie, de leur fabrication jusqu'à leur fin de vie. Donc la question c'est fabriquer des terminaux, ça pollue, les utiliser, ça pollue, donc qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on a décidé de vous présenter une solution qui est l'éco-conception. C'est pareil, j'ai entendu des gens parler ce matin pendant la table ronde. Nous, c'est un sujet qui nous concerne particulièrement et qu'on a eu l'occasion d'étudier parce qu'en tant que développeur et développeuse, c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en place. Et l'éco-conception, en fait, c'est le fait de concevoir des services qui soient légers pour ménager les hardware. Les hardware, c'est la ressource physique, c'est les composants qui constituent nos ordinateurs, nos téléphones. Et donc, en fait, l'éco-conception, il va s'agir de créer des programmes, des logiciels qui vont prendre moins de place, qui requièrent moins de directives, qui vont être plus légers et qui vont permettre aux consommateurs donc de ménager leurs outils, mais aussi de ne pas avoir à les renouveler constamment. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, les applications mobiles, il y en a, à mon avis, très très peu qui pourraient encore fonctionner sur un iPhone de première génération, alors qu'un iPhone de première génération, ça date de 2007, et que 2007, pour un bien de consommation, la durée de vie, même pour un bien de consommation numérique, la durée de vie, c'est infime. Donc le but de l'éco-conception, c'est de pouvoir faire durer nos équipements le plus longtemps possible. Alors je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais essayer d'être la plus claire possible et n'hésitez pas à lever la main s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. En gros, l'éco-conception, ça repose sur 3 principes qui sont, et bien d'autres, mais en l'occurrence j'ai choisi ces 3-là parce qu'ils sont assez faciles à comprendre. Ça va être minimiser le nombre de cycles CPU. Le CPU, c'est le processeur. C'est ce qui va, en quelque sorte, recevoir les directives et dire à l'ordinateur, en quelque sorte, comment effectuer la tâche. Et en fait, nous, en tant que programmeurs, quand on écrit un programme, on choisit de dire à l'ordinateur comment il va devoir accomplir la tâche. Et donc, en optimisant la manière d'accomplir la tâche, on lui permet de ne pas le faire avec trop de cycles CPU. Moins de cycles CPU, moins de consommation électrique, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a diminuer le stockage. Diminuer le stockage parce que le stockage dans les data centers, c'est le composant qui a l'impact le plus fort et qui augmente le plus rapidement. Donc réduire le stockage, ça va être tout simplement supprimer des fonctionnalités qui ne sont pas essentielles, ça va être alléger le poids des photos sur les sites web, alléger tout un tas de la taille des documents qui sont utilisés, etc. Et enfin, réduire les besoins en RAM, c'est pareil. La RAM, c'est la mémoire, mais c'est la mémoire de l'ordinateur, la mémoire vive, qu'on appelle comme ça parce que c'est une mémoire qui enregistre temporairement les directives qui vont être données au CPU. Et en fait, c'est pareil, cette mémoire vive, plus on la mobilise, plus elle se détériore rapidement. Donc le but, c'est d'alléger le nombre de directives pour qu'il y ait moins de RAM qui soit mobilisée et que donc on allonge la durée de vie du composant. Voilà, donc ça c'est la solution à l'échelle, à notre échelle, nous en tant que développeurs, développeuses qu'on peut mettre en place. Il en existe bien d'autres.
Il y a un consensus, cela dit, auprès des acteurs du numérique, qui est d'ailleurs un concept qui est aussi soulevé par le rapport du Sénat et le Haut Conseil du climat sur la question de la 5G, c'est qu'il faut se méfier avec ce genre de solution, dans le sens où il faut se méfier de l'effet rebond. Et l'effet rebond, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait que la diminution attendue de la consommation d'une ressource ou d'énergie grâce à l'amélioration d'une technologie, bien souvent, elle est absorbée, voire annulée, voire surpassée par la modification de l'utilisation qu'on va faire de cette nouvelle technologie. Donc c'est peut-être pas très clair, mais pour vous donner un exemple, tout simplement, il y a probablement une quinzaine d'années, je crois, on est passé de nos grosses télés à tube cathodique qui prenaient beaucoup de place, aux écrans plats. Et les écrans plats, ça consomme beaucoup moins d'énergie pour taille équivalente d'écran. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est que comme ça coûtait moins cher à utiliser, et ben on les a créés plus grands. On a augmenté le besoin en luminosité. On s'en est équipé de beaucoup plus, puisque ça coûtait moins cher. Et donc, aujourd'hui, on consomme beaucoup plus avec les écrans plats qu'avec nos vieux tubes cathodiques, nos vieux écrans à tubes cathodiques. Donc ça, c'est un exemple. Donc en fait, au vu de ce contre-effet que vont apporter les solutions un peu innovantes dans la technologie, il y a un concept clé qui a aussi beaucoup été abordé ce matin pendant la table ronde, c'est la sobriété. En fait, c'est le mot-clé pour nous, développeurs de produits, pour les fournisseurs et pour vous consommateurs aussi, enfin pour nous tous consommateurs d'ailleurs, parce qu'on est développeurs mais on est aussi consommateurs. Et en fait, nous consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple en sortant de cette conférence, outre venir à l'atelier de la fresque du numérique juste après, ce qu'on peut faire, c'est penser sobre, c'est peser le pour et le contre, trouver le juste milieu entre l'utilisation de notre équipement, l'achat de nouveaux terminaux et les impacts que cette utilisation et que ces achats vont avoir sur l'environnement, sur les sociétés humaines. Et pour ça, on voulait vous proposer deux alternatives, deux modes de pensée que vous pouvez intégrer tout de suite, qui sont faciles à mettre en place. C'est que toujours éviter le neuf, pas besoin de racheter le dernier iPhone ou le dernier ordinateur. Ils ont de toute façon des capacités, des puissances qui ne sont pas forcément nécessaires au commun des mortels, même à nous développeurs. Donc privilégier par exemple les ateliers du bocage ou Back Market, qui sont des très bons revendeurs, des très bons reconditionneurs, qui offrent des garanties de 1 an, de 2 ans, peut-être plus, mais j'ai jamais vu que 2 ans, mais c'est déjà pas mal. Et ça, c'est pour la fabrication du matériel. Et aussi, la vidéo, en fait, on est assailli d'images, notamment d'images animées. Et en fait, l'impact de la vidéo aujourd'hui, il est énorme parce que la quantité de vidéos qui sont disponibles est énorme, mais aussi parce qu'on a engrangé un nombre de mauvaises habitudes énormes sans nous en rendre compte. Et que si on ne nous le dit pas, en fait, on n'y pense pas. Mais par exemple, quand vous lancez une vidéo sur votre téléphone et qu'elle est disponible en HD, elle va se lancer en HD sur votre téléphone, alors que vous ne verrez pas la différence entre de la HD et du 720 ou même du 420p. Parce que ce sont les réglages des fournisseurs de streaming, des fournisseurs de vidéos en ligne. C'est comme ça, on va vous proposer la meilleure qualité qui va requérir beaucoup de bandes passantes, beaucoup de stockage, alors qu'en soi, la taille de nos écrans ne nous permet pas d'apprécier grandement, pleinement cette qualité de vidéo. Et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui on a plein de plateformes de streaming et c'est très bien parce qu'on a une offre gigantesque, mais il y a d'autres alternatives qu'on peut essayer de privilégier aussi. Si vous avez encore un lecteur DVD, il est plus écologique d'emprunter les DVD à la bibliothèque ou à un ami. Il est même plus écologique de les télécharger, de les stocker sur une clé USB et peut-être de réduire un peu sa consommation de streaming. Voilà. Ouais, super. Donc ça, c'est des exemples de solutions individuelles, en fait. Et il y a tout un tas d'autres solutions à plein de niveaux, individuels, collectifs et entreprises, qu'on aborde pas mal à la fresque du numérique. Donc, même si vous ne venez pas aujourd'hui, je vous recommande vraiment de le faire. Ça permet de vraiment se familiariser avec tout ça. Et on a eu envie aussi avec Andrea de parler un peu des solutions qui sont mises en place par les entreprises aujourd'hui. Et donc, on a choisi un peu arbitrairement de vous parler de 3 entreprises. Ouais, super, merci.
C'est un peu arbitraire parce qu'il y en a plein des entreprises qui font des choses et qui appliquent le numérique responsable. D'ailleurs, ici, c'est des entreprises relativement récentes, mais ce matin, si vous étiez là à la table ronde Green IT, vous avez vu qu'il y avait un monsieur qui travaillait chez Renault qui était là, etc. Et en fait, toutes les entreprises s'y mettent. Dans ces entreprises, il y a Blablacar, c'est une entreprise que vous connaissez certainement, c'est la célèbre plateforme de covoiturage, donc, qui met en relation des conducteurs qui font un trajet avec des gens qui veulent effectuer ce trajet. Pour nous, c'est une entreprise qui met en application le numérique responsable parce que tout d'abord, elle permet de réduire la principale source d'émissions de CO2 des Français, qui est la voiture, en mutualisant les trajets. Ça permet aussi de créer du lien social et de rendre les trajets plus accessibles, puisque surtout au démarrage de la plateforme, c'était des trajets vraiment c'est toujours le cas, mais beaucoup moins chers que le train ou tout autre mode de transport possible. Il y a une autre entreprise, celle-ci qui est plus récente et que peut-être vous ne connaissez pas. Ça s'appelle Common, donc c'est l'entreprise qui est au milieu. Common propose aux particuliers et aux entreprises de louer du matériel électronique, de louer des smartphones, des ordinateurs et des casques audio. Et donc en fait, plutôt en tant que consommateur d'acheter le matériel et d'être le seul individu à le posséder, eux, ils proposent un système de location où en fait, c'est pas à vous le téléphone, mais la contrepartie derrière, donc vous payez une mensualité. La contrepartie derrière, c'est que ils s'occupent de réparer votre téléphone. Ils s'occupent de vous aider au cas où il y a des difficultés d'utilisation, etc. Enfin, il y a tout un service en fait d'aide à la prise en main et de maintenance en fait de l'appareil. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve qu'ils sont hyper intéressants parce qu'on change complètement de système économique ici. On n'est plus dans un système où, en tant qu'acteur, on va essayer de faire en sorte que le matériel tienne le moins longtemps possible parce qu'on veut en vendre le plus possible, parce que notre modèle économique, il repose sur ça. Mais plutôt, à l'inverse, sur un modèle, on va essayer de faire durer le matériel le plus possible, de prendre du matériel de qualité, de pousser en fait à ce que le matériel soit bien conçu pour que, en tant qu'entreprise, ça nous coûte le moins cher possible et qu'on répare le moins possible ces appareils. Donc hyper intéressant. Et puis nous, en tant que particuliers, ça nous fait aussi basculer dans un modèle où on mutualise davantage ce qu'on possède. Et donc ça, c'est aussi très intéressant. Voilà. Et la dernière, donc Common, c'est une coopérative, tout comme les ateliers du bocage. André en a un petit peu parlé avant. Les ateliers du bocage, c'est une coopérative qui fait partie du mouvement Emmaüs. Et eux, ils réparent le matériel usagé. Souvent, ils récupèrent du matériel en fait qui vient des entreprises, que les entreprises, quand elles renouvellent leur flotte, ils reconditionnent, ils réparent et ils revendent derrière. Ce qui est très intéressant, c'est que les ateliers du bocage, c'est une entreprise de réinsertion, c'est une entreprise d'insertion et adaptée. Et donc, ils utilisent le numérique comme outil justement d'inclusion sociale. Et donc voilà, ça c'est des entreprises que je trouve intéressantes, mais encore une fois il y en a plein d'autres, mais parce que chacune à leur façon, elles utilisent vraiment le numérique comme une solution pour changer de modèle et pour favoriser l'inclusion sociale. Et avec 42 Green, c'est aussi ce qu'on veut essayer de véhiculer auprès des étudiants, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités de carrière dans ce secteur-là, avec des entreprises extrêmement innovantes. Donc voilà, on trouve ça super intéressant. Ça conclut cette petite présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. Éviter le neuf, préférer le réparer, moi je suis 100% d'accord. Il y a juste une question, c'est comment on fait pour trouver un réparé qui tienne la route, qui fonctionne bien et voilà. Est-ce qu'il y a des filons, des marques, des entreprises à laquelle on peut faire plus confiance que d'autres ? Merci beaucoup.
très bonne question. André, tu veux Moi, j'achète mes téléphones portables en reconditionné depuis bien 5-6 ans maintenant. J'ai commencé ça quand je vivais à l'étranger et le service que j'utilisais à l'étranger était vraiment pas intéressant, mais c'était il y a 5-6 ans, donc peut-être que ça explique aussi cela. Donc je ne recommanderais pas celui-là, mais en France, Back Market propose des garanties qui sont assez longues pour voir venir, en fait, donc de 1 à 2 ans. Et en plus, leur service après-vente est vraiment top. Donc Back Market, moi j'ai acheté mon téléphone dessus et je l'ai depuis 4 ans maintenant. Et il fonctionne très très bien. Et sinon, les ateliers du bocage sont assez réputés aussi. J'ai jamais acheté dessus à part des écouteurs tout récemment et qui fonctionnent aussi super. Mais Back Market, c'est vraiment pas mal. Oui. Si je peux me permettre, du coup, juste pour rebondir sur cette question, Back Market, c'est bien, mais il faut privilégier... Enfin, chaque vendeur, en fait, il y a des vendeurs, ça peut être des vendeurs en Chine, donc au final, ça réduit un peu l'impact positif. Donc il faut privilégier le bon vendeur sur Back Market ou alors des reconditionneurs français. Il y en a pas mal. Il y a par exemple Certideal, Recommerce ou Rebuy aussi. Et ensuite, sur chaque site, en fait, vous pouvez voir si... En fait, il faut se renseigner pour être sûr que le reconditionnement se fait bien en France, parce que acheter un téléphone reconditionné qui, au final, a été transporté de Chine, enfin voilà, ça réduit un peu l'impact positif. Super, merci beaucoup pour ces ajouts. Et en effet, même si, encore une fois, comme c'est la fabrication des terminaux qui coûte très très cher, il vaudra toujours mieux un téléphone qui vient de Chine plutôt qu'un nouveau téléphone. Enfin, un téléphone réparé en Chine plutôt qu'un nouveau téléphone. Même si c'est sûr qu'il faut prioriser évidemment le local, même dans les technologies. On a les moyens en France, en Europe, de réparer, donc achetons local en effet. Merci. Oui, moi j'aurais une question. Ça serait sur la sensibilisation. Parce que, en fait, pour le commun, en fait, ils ne sont pas très sensibilisés à cette problématique. Et donc, quand ils ont des outils technologiques, au moindre problème, en fait, ils le jettent. Donc, j'aurais voulu savoir si vous avez des exemples d'actions qui sont mises pour sensibiliser le public sur le fait qu'on peut réparer quelque chose et qu'on n'est pas obligé de le jeter pour en acheter un nouveau. Ouais, c'est une super bonne question. En fait, ça fait aussi un peu le lien avec la question qui avait été posée au départ, c'est-à-dire qu'il y a actuellement peu de choses qui sont faites pour faciliter les démarches en tant qu'individu. En effet, quand on achète du reconditionné, il n'y a pas toujours de réelle grande garantie. En fait, on doit se renseigner soi-même, faire beaucoup de démarches. C'est pas très standardisé en réalité. Et en plus, c'est vrai que ça amène au fait que, en tant que citoyen, on n'est pas forcément très au courant de tout cet impact, parce qu'en fait, les outils, finalement, coûtent pas très cher par rapport à la façon dont ils sont produits et à toutes les ressources que ça demande. On est dans une économie actuellement où la prochaine croissance, on mise sur le numérique. C'est déjà en cours. Et donc, en fait, on est plus dans une logique vraiment de renouvellement et de toujours aller vers les dernières technologies. Donc, c'est aussi, il y a un peu un double message où on est en train de nous dire faites un peu attention, soyez sobres, mais où en même temps, on voit que ce qui se passe et ce qui abonde sur les marchés, c'est des logiques d'obsolescence, c'est des logiques de renouvellement. Par rapport à ça, ce qui est fait en termes de sensibilisation, on l'a dit 50 000 fois, mais en fait, la fresque du numérique est un super outil, mais il n'y a pas que ça. Il y a des MOOC hyper intéressants. Il y en a un notamment sur le site de l'INR. L'INR, c'est l'Institut du numérique responsable qui a été créé en 2018, qui est une grosse référence et qui rassemble énormément d'entreprises, de chercheurs sur ce sujet et sur comment est-ce que la France peut justement tendre vers un numérique plus responsable. Et ils font des super classes en ligne très très intéressantes. Et puis après, spread the word. Il faut vraiment en communiquer sur ça. J'ajouterais juste que il y a plein d'ateliers qui existent pour comprendre sa consommation et notre impact en tant qu'individu. Et en fait, dans ces ateliers, on vous propose des solutions, on vous parle... et donc, quand il s'agit de numérique, on parle de ça, du acheter, réparer, faire attention à ses équipements, etc. Voilà. Oui. Sur du non physique, j'avais une question à vous poser. C'était plutôt sur la blockchain, avec toute cette tendance qu'il y a maintenant
dans la décentralisation financière, mais également dans le gaming, le NFT, les métaverses, le Web 3.0. C'est hyper énergivore. Est-ce que vous avez des best practices que dont vous pourriez parler là-dessus? Nous, la blockchain, moi je m'y suis intéressée un petit peu pour justement en parler. On avait publié une newsletter sur le sujet de la blockchain et de l'écologie. Alors non, la blockchain c'est pas écologique, pas du tout. Mais en fait, le numérique n'est pas écologique. Donc nous, ce qu'on dit, c'est pas de se passer du numérique, c'est de mettre tout dans la balance, les impacts positifs, les impacts négatifs, et faire et peser le pour et le contre comme ça pour trouver le juste milieu. Et concernant la blockchain, c'est un peu compliqué à dire parce que moi personnellement, j'ai pas vraiment de connaissance du monde de la finance ni je sais que ça a des impacts positifs. Je sais que c'est super dans certaines régions du monde et pour certaines applications. Je ne pourrais pas évaluer non plus si écologiquement il faut qu'on arrête tout, mais moi mon avis personnel c'est que non. En revanche, ce que je sais, c'est que la méthode aujourd'hui qu'on utilise pour sécuriser, pour avoir la blockchain, qui est très énergivore, qui est un des problèmes principaux, elle est en train d'être, pas remplacée, pas encore, mais on cherche des alternatives et notamment Ethereum est en train de tester une alternative qui serait beaucoup moins énergivore. Donc en fait, le blockchain, on en est à ses débuts. Je pense qu'il y a aussi un effet de mode en ce moment avec les NFT. Je ne sais pas si ça va durer, mais j'ai envie de croire que on va réussir à en tirer on va réussir à tirer parti du meilleur de la blockchain tout en gardant en tête que ça a un coût environnemental énorme. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, non, mais je me pose les mêmes questions. Donc. Je pense qu'on se pose tous les mêmes questions et qu'en fait, nos avis vont vraiment dépendre de notre opinion du sujet et de notre connaissance, de l'étendue de notre connaissance selon qu'on connaisse le monde de la finance, selon qu'on connaisse des gens, des artistes qui vivent de leur NFT. Ça dépend, à mon avis, de tout un tas de facteurs. Mais écologiquement, non, c'est pas viable. Je peux ajouter juste un petit élément. Donc la blockchain permet de davantage sécuriser nos transactions. Est-ce que dans un pays comme la France, où on a assez peu de corruption politique, où on a des institutions assez solides qui fonctionnent bien, on a besoin d'utiliser la blockchain pour encore plus sécuriser nos transactions? C'est une question. Par contre, est-ce que dans des pays où les institutions sont moins solides, est-ce que c'est pas un bon outil justement? Voilà. À chaque fois, c'est toujours peser quel est le besoin et quel est le bénéfice attendu avant de s'y engouffrer. Bonjour, merci pour la présentation, c'est très inspirant. J'ai deux questions en fait. En premier, c'est avant d'utiliser le black market ou common, en fait, je me demandais en fait pour les traitements des données, de mes données personnalisées et tout. Du coup, j'étais pas sûre si jamais comment dire, les répartiteurs ils prennent un peu mes données ou quoi. En fait, j'ai peur de ça et tout. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous donner des conseils un peu? Est-ce que il n'y a pas de problème du tout ou... Oui. La question, c'est est-ce que on prend en compte avec le numérique responsable les données personnelles et les données privées? Oui, du coup, par exemple, si jamais je veux retourner mon téléphone iPhone chez Apple, en fait, il y a mes données en fait qui sont toujours restées. J'ai entendu un peu parler. Et aussi pour le common, si on prend un ordinateur et on utilise, j'ai peur un peu que mes données personnelles seront diffusées un peu par hasard. D'accord. Quand vous renvoyez quelque chose pour être réparé, normalement, on vous demande de hard reset votre appareil. Donc de faire une copie sur le cloud, sur votre disque dur, de vos données, vos photos, vos messages, tout ce que vous voulez garder, de faire un hard reset pour que vous renvoyiez un téléphone vierge en quelque sorte. Et non, ensuite, ils n'ont pas vos codes pour accéder à votre cloud, ils n'ont pas votre disque dur, donc ils n'auront pas vos données, non. Donc, normalement, non. Après, c'est vrai que les entreprises, elles doivent pouvoir communiquer, être transparentes avec ça, avec les consommateurs. Et c'est encore la même histoire, en fait, c'est que c'est pas très standardisé tout ça. Et moi, pour travailler chez un éditeur de logiciels, j'ai travaillé un peu justement sur des aspects d'audit et de qu'est-ce qu'on fait quand un employé part et qu'on récupère son PC. Et est-ce qu'on le reset bien? Alors oui, mais en fait, on se fait auditer sur ça, nous. Pour s'assurer que des données potentiellement confidentielles
que l'employé a pu avoir parce qu'il travaille avec certains clients ne se retrouve pas dans l'ordinateur d'un autre employé qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc normalement, c'est les entreprises qui doivent donner des garanties suffisantes aux consommateurs pour que tout ça est supprimé. Ouais. Merci. Et deuxième question, je suis désolée. En fait, je suis fondatrice d'un start-up de la mode éco-responsable et dans l'industrie de la mode, on dit oui, on est éco-responsable et tout, mais quand même, c'est limité à sourcing un peu des matériels et tout. Mais le reste, en fait, c'est pas encore tout très découvert, ni on a des concepts ou quoi, mais on n'a pas encore appliqué dans l'industrie. Du coup, si je note en fait l'industrie niveau éco-responsable, je note 2 sur 10, un peu comme ça. Du coup, ça veut dire c'est pas mauvais, mais quand même, il y a plein de côtés à découvrir. Est-ce que pour le numérique éco-responsable aussi, est-ce que vous pensez que c'est pareil ou vous êtes plus avancé Plus avancé que dans la mode. Oui. Alors, je ne connais pas la mode. À part les matériels, en fait, on dit aussi les grandes entreprises, même s'ils disent on est éco-responsable, il y a aussi toujours beaucoup de parties, on dit greenwashing. Ouais. Oui, alors sur la question du greenwashing, comme le disait très bien Yvain ce matin qui intervenait dans la table ronde, en fait, il s'agit de se renseigner parce que c'est pas évident au premier abord. En fait, plus on se renseigne sur ce que c'est le greenwashing, quelle forme ça prend, plus on envoie d'exemples aussi. C'est notamment dans la communication des entreprises sur leurs produits, sur leurs démarches, sur les solutions qu'ils proposent. Et en fait, plus on connaît les techniques, en fait, et plus on peut les repérer. Il n'y a pas vraiment de secret. Après, en général, quand on se focalise sur un point comme, par exemple, je pense à Adidas qui a fait une pub récemment sur leur Stan Smith, c'est Adidas, c'est Stan Smith, ouais, et qui disait que c'était fait à partir de baskets recyclées, alors qu'en fait, quand on allait regarder la petite astérix, non pas du tout, c'était une petite quantité de plastique recyclé, mais à côté de ça, ils ne comptabilisaient pas du tout le reste de leur impact. Il y a aussi ça dans le numérique, évidemment. En fait, comme partout, le marketing, les fournisseurs, quand on essaie de vous vendre quelque chose, on va profiter de l'ignorance probablement du consommateur ou de techniques marketing très avancées pour convaincre. Mais la solution, je dirais, c'est se renseigner pour pouvoir rester vigilant, parce que s'il y a des petits signaux, ça reste parfois très, 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 très dur à déceler. Merci beaucoup. Merci. Pour réagir, comme j'ai été stagiaire chez Common, je suis cliente chez Common et je suis travaillée pour un reconditionneur. Du coup, je peux confirmer que Common, vraiment au niveau de la protection des données, ils sont au top du top, mais c'est vraiment une coopérative militante. Et donc, ils vont même accompagner à installer des logiciels libres sur les appareils qu'ils louent. Donc moi, je suis toujours sous Android sur mon Fairphone, mais je pourrais décider d'avoir un logiciel libre et de ne plus du tout donner mes données à Google, etc. Et donc, pour avoir aussi travaillé chez un reconditionneur, ils utilisent systématiquement, normalement on peut s'adresser à eux pour bien leur demander, un logiciel pour effacer vraiment en profondeur les données, même une fois que l'appareil a été réinitialisé. Parce que souvent, en plus, les appareils qui sont récupérés par les reconditionneurs, ils proviennent d'entreprises avec des données sensibles. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour eux. Et donc, en l'occurrence, dans l'entreprise où je travaillais, qui s'appelle Save Market, ils utilisaient le logiciel qui s'appelle Blanco, si ça parle à quelqu'un. Donc, en général, c'est assez bien fait, mais il faut faire effectivement, je vous rejoins, attention à quels vendeurs ont choisi sur Back Market ces différentes marketplaces. Et d'ailleurs, si quelqu'un a envie de me poser des questions sur Common, voilà. Et merci à tous et à toutes d'être venus. C'est un plaisir.